Bien, donc on va commencer. On s'était quitté l'autre fois et on se préparait à parler d'argent, puisqu'on va parler des rémunérations des différents dirigeants de la société anonyme. Alors, il faut comprendre que dans la société anonyme, donc je vous rappelle que c'est la forme de société la plus réglementée, vous avez pour... Et je vous rappelle aussi qu'on est dans la société anonyme à conseil d'administration. Vous avez les administrateurs, vous avez le président du conseil qui peut aussi être directeur général. Vous avez éventuellement un directeur général qui n'est pas président du conseil en cas de dissociation. Et puis on prendra un exemple assez vite avec la société Renault tout récemment. Et vous avez le directeur général délégué. Donc, vous avez ces quatre figures possibles, administrateurs, président, DG, DGD, qui chacun peuvent recevoir une rémunération qui obéit à des règles particulières. On avait évoqué l'autre fois le fait qu'il peut y avoir un cumul avec un contrat de travail. C'est une question qu'on avait un peu vue au premier semestre, c'est une question qu'on a revue la fois dernière parce que je vous avais expliqué que dans la SA, on a, c'est original, des règles particulières sur le cumul, notamment pour limiter à 1/3 maximum donc les administrateurs qui ont en même temps un contrat de travail et avec d'autres précisions qu'on avait données, notamment des régimes qui sont là pour permettre que les salariés aient des représentants au conseil d'administration, soit sur une base volontaire, soit de manière obligatoire dans certains cas. Bon. Sur les rémunérations, donc dans mon plan, on est dans toujours partie 1, société par action, titre 1, les différentes sociétés par action, chapitre 1er, la SA, on avait vu la section première, la constitution, section 2, la direction, on est dans la SA à conseil d'administration, qui a un paragraphe premier, et là donc on va aborder le grand B, on avait vu grand A la nomination, grand B donc la rémunération des mandataires sociaux. Je m'étonne que le plan ne soit pas encore sur l'EPI. Je réponds à des questions que je vois passer. Je vais le mettre. Il est peu modifié par rapport aux années précédentes. Il y a quelques petites modifications. Vous l'avez, si vous tapez Google blog Dondero plan, vous trouvez à peu près instantanément le plan de l'année passée ou de l'année encore avant qui on peut changer. Mais oui, je vais prendre le temps nécessaire pour mettre sur l'EPI ce plan, le plan de cette année. Bien. Donc, sur cette rémunération, on va prendre un instant les textes. Et donc, ces rémunérations, je vous avais cité l'autre fois l'article L225-44. Vous vous rappelez, c'est le texte qui est assez étonnant parce que c'est ce texte qui dit que sous réserve de toute une série de textes, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non que celle de toute une autre série de textes. Bon. Au-delà de lister les textes les uns après les autres, on n'a pas le temps et je n'ai pas l'envie de le faire, comprendre surtout que la rémunération des administrateurs est encadrée. Elle est prévue d'une manière qui est limitative. On autorise la société à verser aux administrateurs des rémunérations que dans certaines situations, sous certaines formes et sous certaines conditions. Le type de rémunération le plus naturel du point de vue du droit théorique des sociétés pour les administrateurs, c'est ce qu'on appelle les jetons de présence. Les jetons de présence, c'est ce qui est prévu par l'article L225-45. Qu'est-ce que c'est les jetons de présence? Quand on lit, on n'a pas vraiment d'explication. On nous dit l'Assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité à titre de jetons de présence. Ah si, voilà, on a une explication. Une somme fixe. Voilà. Donc de l'argent. C'est ça les jetons de présence.
Voilà, on pouvait se dire, ah ben, des jetons de présence, c'est juste un truc en plastique qu'on vous remet. Merci, vous étiez là au conseil d'administration, c'est bien, voilà, une pièce en plastique pour vous remercier. Ou un petit gadget, vous savez, les avocats aiment bien avoir dans leur bureau, par exemple, des symboles, enfin des choses qu'on leur offre quand ils ont fait une opération. Voilà, une présence ou un t-shirt du conseil d'administration. Non, on vous offre véritablement quelque chose puisque c'est une somme fixe annuelle que l'Assemblée détermine. Donc l'Assemblée de notre société va dire par exemple que, eh bien, par exercice, on va fixer les jetons de présence de notre société à, imaginons, 100 000 €. Donc ces 100 000 € sont décidés par l'Assemblée. Ça fait une enveloppe. Et cette enveloppe, elle est attribuée au conseil d'administration. Comment est-ce que le conseil d'administration ensuite procède? On nous dit sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration. Donc on a l'enveloppe de 100 000 € qui est donnée. Le conseil va décider comment on partage les 100 000 € entre les administrateurs. Ce n'est pas des salaires, c'est une autre forme de rémunération. Mais ces 100 000 €, ils sont répartis. Alors, en pratique, on essaye de se mettre d'accord. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, le conseil d'administration va prendre une décision à la majorité pour régler les éventuels désaccords. Par exemple, on va dire que le fait de venir assister à une séance du conseil d'administration, ça donne droit à un jeton de présence. On peut décider que les 100 000 €, ils se décomposent en 100 jetons de présence de 1 000 €, ou on peut procéder autrement. On n'est pas obligé d'imaginer des jetons de présence, mais ça s'appelle en tous les cas jetons de présence. On peut dire que chaque administrateur reçoit une somme de 1 000 € par délibération du conseil à laquelle il est présent. Et puis, on peut décider que le président, qui travaille par hypothèse plus que les autres administrateurs pour préparer les séances, eh bien, le président a droit au double. Et on peut encore ajouter des précisions comme si on a fait un comité spécialisé du conseil pour délibérer sur telle ou telle question, eh bien, on peut prévoir que ceux qui participent à ces comités touchent des sommes supplémentaires par rapport à ceux qui ne participent pas à ces comités. Ça, c'est une forme de rémunération. C'est la rémunération principale que touchent les administrateurs. Après, les autres sommes qu'ils peuvent toucher et qui sont listées par l'article L225-44, c'est soit pour d'autres fonctions dont on va parler maintenant, président, directeur général, DGD, soit c'est parce qu'ils ont un contrat de travail, soit c'est parce qu'ils font des missions exceptionnelles. Et on verra que ces missions exceptionnelles, il y a un régime particulier, on applique le régime des conventions réglementées, dont on parlera tout à l'heure. Mais quand vous êtes administrateur, en principe, la seule forme de rémunération que vous percevez, c'est des jetons de présence. Et encore, une société n'est pas obligée de donner des jetons de présence. Une société pourrait ne pas attribuer de jetons de présence. L'Assemblée générale peut allouer. Il n'est pas dit que la fonction d'administrateur est forcément rémunérée. Alors, si vous êtes administrateur et que votre société ne verse pas de jetons de présence, vous pouvez demander à ne plus être administrateur ou refuser les fonctions d'administrateur. Bon, c'est vous qui voyez, mais en tous les cas, l'Assemblée peut allouer des jetons de présence. Ça, c'est une forme de rémunération. Autre forme de rémunération, les rémunérations qu'on verse donc au président, au directeur général délégué. Donc, c'est des personnes qui vont assumer des fonctions plus importantes
président du conseil, DG, DGD. C'est quoi la différence entre ces trois personnes, président du conseil? Enfin, est-ce qu'il y en a un qui est un intrus parmi les trois, ou il y en a un qui se démarque parmi les trois? On fait des jeux de juristes. Après les blagues de juristes, il y a les jeux de juristes. Alors, devine l'intrus entre le président du conseil d'administration, le DG et le DGD. Oui. Alors, bravo, il y en a un qui effectivement cumule peut-être deux fonctions, c'est le président s'il est en même temps président et directeur général. Mais s'il n'est pas président et directeur général, mais c'était une bonne réponse à notre jeu, s'il n'est pas président et directeur général, président, directeur général, DGD, quel est l'intrus? C'est comme à la télévision, à peu près à cette heure-ci, ou avant, je ne sais pas, il y a des jeux, enfin, sûrement encore l'après-midi, je n'ai pas vérifié le programme, il y a des jeux télévisés, voilà. Nous, c'est les jeux du droit. Alors, quelqu'un dit le président ici. Pourquoi est-ce que M. Théo Savin nous dit le président? D'autres disent le DGD. Alors, pourquoi est-ce que le président serait un intrus? Alors, maintenant, on me dit le DG. Bon, ok, tout le monde, oui? Le président est forcément un administrateur. C'est vrai que c'est un moyen de le distinguer, mais moi, je pensais plutôt au pouvoir. Pourquoi est-ce que le président est un intrus, le président non directeur général, par rapport aux deux autres? Ils ont tous un mandat social. Alors, petit point de vocabulaire, on dit pour tous que c'est des mandataires sociaux. Et on peut dire pour tous que c'est des dirigeants. Mais pourquoi est-ce que le président n'est pas dans la même situation que les deux autres, le DG et le DGD? Est-ce que le président, quelqu'un dit le président n'exerce pas de fonction de direction de la société? C'est presque vrai, ou du moins c'est, alors je n'ouvre pas pour ne pas faire sauter ma vidéo tout le message, mais c'est presque parfaitement exact. Il manque un petit mot. Pourquoi le président n'exerce pas de fonction de direction? C'est un dirigeant, le président, mais c'est un dirigeant qui n'est pas quoi? Ou il n'est pas un dirigeant quoi plutôt? Alors quelqu'un a donné une autre bonne réponse, le DGD est facultatif, c'est vrai. Par rapport au président ou au DG, on peut ne pas avoir de DGD, alors que vous avez forcément un président, un DG ou quelqu'un qui est président et directeur général. Mais si je reviens à mon président du conseil, oui. Est-ce qu'il est aussi, pardon? Alors, il n'est pas contrôlé par le conseil parce que s'il n'est pas président et directeur général, lui, il n'est pas contrôlé. Mais ceci dit, c'est le conseil qui le nomme et qui le révoque. Donc, on peut dire d'une certaine manière qu'il est aussi contrôlé par le conseil. Du moins, on pourrait lui retirer son pouvoir. Mais quand on dit le président n'exerce pas de fonction de direction, c'est de fonction de direction quoi? Un mot qui n'est pas dans la loi, mais qui est dans la pratique. Oui, monsieur? Il n'est pas dans le directoire. Non, parce que ça, c'est l'autre forme d'organisation. Dans la société anonyme à conseil d'administration, on n'a pas de directoire du tout. On parle de direction quoi? Direction Direction exécutive. Alors quelqu'un dit le DG fait partie du management. En pratique, on peut utiliser aussi ce terme. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a ceux qui prennent des directions, c'est la direction générale, c'est la direction exécutive, c'est le fait de représenter la société. C'est pas facile à expliquer parce que les textes ne l'expliquent pas en réalité.
Mais vous avez des dirigeants qui peuvent signer des contrats au nom de la société. Ils ont un pouvoir de représentation de la société et ils ont aussi un pouvoir de prendre des décisions qui engagent la société, mais c'est des décisions, c'est là qu'on se dit que c'est pas facile à expliquer. C'est des décisions de conclure des contrats, de prendre des actes, de signer un contrat de travail par exemple. Le conseil d'administration ne fait pas ça. Le conseil d'administration prend des décisions en interne, il décide des grandes orientations de la société, il autorise certains actes, mais il ne prend pas les décisions exécutives, les décisions courantes, les décisions générales, de direction générale plutôt de la société. Pas facile à expliquer, j'en conviens. Je reviendrai là-dessus dans quelques minutes quand on voit les pouvoirs de ces organes, mais dites-vous que s'il faut faire signer un contrat à la société, celui qui signe le contrat, c'est le directeur général, ce n'est pas le président du conseil, et celui qui décide de signer le contrat, ce n'est pas le président du conseil, c'est le directeur général. Mais le contrat peut faire l'objet d'une autorisation par le conseil d'administration. Et éventuellement, si le contrat est un mauvais contrat, le président directeur général le directeur général qui l'a signé, dans mon exemple, peut être révoqué par le conseil d'administration. En tous les cas, donc, on a dit les administrateurs perçoivent des jetons de présence ou pas, suivant les cas. Président du conseil, directeur général délégué, ces trois personnages-là peuvent recevoir une rémunération distincte qui est décidée dans tous les cas, en principe, par le conseil d'administration. Je prends un texte qui est l'article L225-47, on nous dit quoi? Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, qui est à peine de nullité une personne physique, il détermine sa rémunération dans les conditions visées à l'article L225-37-2. Donc, le Conseil détermine la rémunération du président. Imaginons que nous soyons le Conseil, alors vous êtes la société, vous êtes l'Assemblée, on a une partie, une toute petite partie, puisque voilà, vous êtes fort nombreux, voilà, vous êtes mon assemblée. Le premier rang que voici, vous êtes les 5 administrateurs, et les 5 administrateurs vont prendre la décision que l'un d'entre eux va être le président. Bon. Le président est nommé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration doit prendre la décision de combien on rémunère le président. Si jamais on a 2 personnes, le président et le président directeur général, le conseil d'administration va prendre 2 fois une décision sur la rémunération. Donc, le conseil fixe la rémunération du PDG ou du président et du DG. Bien. Est-ce que ça s'impute sur les jetons de présence? La réponse est non. On pourrait dire que le président reçoit des jetons de présence parce qu'il est administrateur, on l'a déjà dit, mais la plupart du temps, on va plutôt dire que le président a droit à une rémunération, à côté donc des jetons de présence. Le président a droit à une rémunération pendant longtemps, et c'est toujours le principe en réalité. On a une chose un peu étonnante dans la société anonyme, c'est que le conseil se réunit, choisit le président, fixe la rémunération du président, et l'assemblée des actionnaires ne sait pas combien le président est rémunéré. Alors on se dit c'est bizarre,
Mais les actionnaires n'ont pas accès aux procès-verbaux des décisions du conseil d'administration. Ce n'est pas un document qui est public ou dont la communication est prévue dans les sociétés anonymes en règle générale. Donc, vous pouvez avoir un conseil qui attribue au président une rémunération très importante. L'Assemblée ne saura pas de combien est cette rémunération. Cette rémunération, elle est fixée par le Conseil et l'Assemblée n'a en principe pas son mot à dire sur cette rémunération. Je dis en principe parce que dans les sociétés cotées, et c'est ce que veut dire le texte que je citais quand il renvoie à l'article L225-37-2, dans les sociétés cotées, on a eu une évolution. C'est ce qu'on appelle le mécanisme du say on pay. Say, S-A-Y, plus loin on, plus loin P-A-Y. Donc en anglais, dire sur la rémunération pour parler say on pay. C'est quoi ce mécanisme du say on pay? C'est une règle dérogatoire. En principe, c'est le Conseil qui fixe seul la rémunération. Mais dans les sociétés cotées, il y a eu ces dernières années une évolution qui est venue de la société Renault, du moins c'est l'impulsion politique qui a été donnée par cette société, parce que vous aviez une règle qui était la règle légale, c'est le conseil d'administration qui fixe la rémunération. Mais dans les sociétés cotées, cette règle était vécue avec, comment dire cela, elle était mal vécue parce que dans les sociétés cotées, on trouvait cela anormal que le conseil d'administration décide de rémunérations très importantes, souvent, alors que l'Assemblée n'avait pas la possibilité de se prononcer sur cette rémunération. Et donc, dans les sociétés cotées, on a eu une pratique de bonne gouvernance qui a été mise en place, pratique qui consistait à soumettre la rémunération des dirigeants, pas les jetons de présence parce qu'ils sont déjà décidés par l'Assemblée, mais la rémunération du président, du DG, du PDG, éventuellement des directeurs généraux délégués, à la soumettre à l'Assemblée des actionnaires. Mais c'était une décision qui était non contraignante, c'était un vote, on peut dire cela aussi comme cela, consultatif. Votre avis, c'est pas qu'il sert à rien, parce que vous donnez votre avis d'actionnaire, on l'entend votre avis et on peut penser que si vous dites que la rémunération ne vous va pas, c'est un message important, un message fort, pas très agréable à entendre, mais c'est un message fort adressé au président. Et puis, dans la société Renault, le président directeur général a fait l'objet d'un vote, enfin sa rémunération a fait l'objet, je crois que c'était en 2014, d'un vote négatif et, eh bien, le Conseil a réitéré sa volonté de verser exactement la même rémunération au président. Donc, on s'est dit, mais alors ça ne sert à rien, ce vote consultatif. En même temps, dans la phrase, on entend déjà un peu que c'est pas que ça sert à rien, mais si c'est consultatif, eh bien voilà, on vous consulte et on ne tient pas forcément compte de votre avis. Donc, le résultat a été que dans les sociétés cotées, on a renforcé le caractère contraignant du say on pay et on est arrivé à en faire un mécanisme. C'est la loi Sapin 2, loi du 9 décembre 2016, qui a donné plus d'effet pour
faire simple, au vote des actionnaires. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut aller lire deux articles qui ne sont pas de la plus grande clarté. Article L225-37-2 et article L225-100. L'un est relatif au vote qu'on appelle ex ante, ex ante, avant, comme Ant-Man, mais voilà. Donc, ex ante, et le deuxième texte est relatif au vote ex post, après. Pour faire simple et clair, mais je vous avais dit qu'on ferait une assemblée fictive. On ne mettra pas plein de résolutions, mais on mettra une résolution sur les rémunérations. On demande à l'Assemblée deux choses. On lui demande, c'est l'Assemblée générale ordinaire dont on parle, parce qu'il n'est pas question de modifier les statuts. On lui demande un premier vote sur la politique de rémunération. C'est le vote ex ante de l'article L225-37-2. Je ne lis pas en détail ce texte long, mais on vous dit que les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération des avantages, enfin la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux présidents, directeurs généraux et directeurs généraux délégués font l'objet d'une résolution. Donc ça, c'est le vote ex ante. Vous demandez à l'Assemblée de se prononcer sur les critères, la politique de rémunération des dirigeants. C'est une décision qui est prise, enfin, la décision de rémunération, elle est prise normalement par le conseil d'administration, L225-47 qu'on a déjà cité. Mais dans les sociétés cotées, ce texte déroge parce que ce n'est plus seulement le conseil d'administration qui est compétent. Si jamais l'Assemblée trouve que c'est trop la rémunération qui a été envisagée, on vous dit quoi? Si l'Assemblée générale n'approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux 3 premiers alinéas continuent de s'appliquer. Ça veut dire que si cette année, je fais voter l'Assemblée et que l'Assemblée n'est pas d'accord avec la nouvelle grille de rémunération que je vous propose, qui dit que le président Dondero perçoit 1 million d'euros fixes et 3 millions variables dans telle et telle condition, eh bien, si vous n'êtes pas d'accord, on applique la grille de rémunération précédente que vous aviez approuvée précédemment. Mais alors, est-ce que vous n'avez peut-être jamais rien approuvé? Parce que vous ne voulez pas que le président Dondero soit rémunéré à sa juste valeur. En l'absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent ou en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société. Débrouillez-vous et arrêtez de nous embêter. On a fait une loi, c'est bien comme ça. On ne va pas non plus passer la soirée à écrire ce qui se passe dans telle situation, mais s'il a oublié de repasser à son bureau, alors bon, bref. Donc, ça c'est le vote ex ante. Et article L225-100, le vote ex post, qu'est-ce qu'on nous dit cette fois-là? On nous dit que dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, donc dans les sociétés cotées, lorsqu'une assemblée générale a statué sur des principes et critères dans les conditions prévues aux articles L225-37-2 ou l'autre article pour le conseil de surveillance, l'Assemblée générale statue sur les éléments fixes,
variables et exceptionnelles composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice antérieur. D'accord, d'accord, d'accord. Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire, attribués au titre de l'exercice écoulé au président, etc., etc., ne peuvent être versés qu'après approbation de la rémunération par une assemblée générale. Donc, on a fait un premier vote sur la politique générale de rémunération. Certains éléments vont être perçus, ma rémunération fixe, par exemple, elle va être perçue par mois, quoi que vous disiez, mais vous avez pu dire dans votre vote ex ante que certains éléments variables ne me seraient attribués que si l'Assemblée les approuvait, et dans ce cas-là, ces éléments variables, eh bien, pour les percevoir, il faudra un vote positif de l'Assemblée. Bon, c'est assez compliqué comme système, on y reviendra quand on mettra ça en pratique avec notre petite assemblée fictive pour bien distinguer quels sont les éléments que l'Assemblée peut retenir et quels sont les éléments qui sont d'ores et déjà acquis. Mais voilà, donc vote ex ante, vote ex post, article L225-37-2 et L225-100. Cela ne concerne, oui, que les sociétés cotées et avec ses particularités. Oui ? On vous dit que, donc je reprends, on vous dit lorsqu'une assemblée a statué sur des principes et critères, donc ça c'est le vote, lorsqu'une assemblée a fait le vote ex ante. L'assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice antérieur par des résolutions distinctes. Donc, pour ces... oui, je sais, le texte est compliqué parce qu'il parle d'exercice antérieur et d'exercice écoulé. C'est le même exercice en réalité. Ce qui se passe, c'est que on est, par exemple, à l'Assemblée, on est en 2019 et on va statuer sur l'exercice 2018. L'exercice 2018, on avait eu, pour l'exercice 2018, un vote de l'Assemblée qui autorisait la grille des rémunérations. La grille des rémunérations, elle prévoyait que le président allait percevoir une rémunération fixe de 500 000 € par exemple. Ça, il l'a perçu en 2018. Et ça, il n'y a pas besoin d'une autorisation particulière. Mais par contre, au-delà du vote ex ante, mais par contre, on avait dit que certains éléments de sa rémunération étaient des éléments variables qui supposaient qu'il accomplisse tel ou tel résultat. Et ces éléments-là, pour les verser, il faut que l'Assemblée les approuve par le vote ex post. Voilà. Un exemple sur... un élément variable, c'est vous avez une partie de la rémunération qui est un fixe 500 000 € et vous avez une partie de la rémunération, c'est un pourcentage. Ça peut être si la société fait un bénéfice de temps, vous avez 100 000 €. Si elle fait un bénéfice de temps, vous avez 300 000 €. Voilà. Donc cette partie-là de la rémunération, il faudra un vote, le deuxième vote ex post pour qu'il soit versé au président. Donc, ça c'est sur le say on pay. Je continue sur les éléments de rémunération. Donc vous avez ces éléments de rémunération qui sont décidés à titre principal par le conseil d'administration et dans les sociétés cotées avec ces variations particulières. Vous avez
quelque chose qui est proche de la rémunération, qui est les compléments de retraite. C'est une institution qu'on rencontre dans certaines sociétés. L'idée est la suivante: quand vous êtes dirigeant, vous cotisez donc pour vos rémunérations. Enfin, vos rémunérations font que vous cotisez à des régimes de retraite particuliers, mais ça, c'est des choses que vous impose la loi ou que vous décidez par contrat vous-même de faire. Vous allez, par exemple, adhérer à tel ou tel régime de retraite complémentaire. Donc vous avez, au titre des rémunérations que vous versez, vous êtes en train de vous constituer vos droits à retraite. Et la société peut décider, mais ça n'est pas une obligation, la société peut décider d'ajouter à cela en vous octroyant un complément de retraite. Ça veut dire que, en théorie, la société, elle peut faire deux choses. Elle peut soit mettre de côté de l'argent sur un compte quelconque et décider que quand vous prendrez votre retraite, eh bien, vous accéderez à ce compte. Ce qu'on voit plutôt en pratique, c'est la société va adhérer à un organisme de retraite particulier et lui dire qu'elle souhaite vous faire bénéficier d'une retraite complémentaire. On appelle ça une retraite chapeau, parce que ça vient coiffer vos droits à retraite normaux. Donc la société décide de faire bénéficier son dirigeant d'une retraite complémentaire, d'une retraite donc dite chapeau. Et donc, elle verse tous les mois une certaine somme à l'organisme et cette somme va, en contrepartie, l'organisme va prendre l'engagement de vous verser, le jour où vous serez à la retraite, de vous verser une somme complémentaire. Après, voilà, l'organisme choisit en fonction de votre âge, de votre profil, etc., combien il demande à la société, mais l'idée, c'est de vous assurer une retraite complémentaire. Bon. Est-ce que ça, c'est une forme de rémunération ? Oui, c'est une rémunération au sens où c'est en contrepartie du fait que vous dirigez la société. Quand est-ce que ça pourrait ne plus être une rémunération ou pas seulement une rémunération? C'est si finalement ce qu'on vous donne, c'est plus un cadeau qu'autre chose, ou ça n'est pas en contrepartie, ça n'est pas justifié par l'activité que vous faites pour la société. Dans un premier temps, c'est la jurisprudence qui a eu affaire au complément de retraite parce qu'on lui a vraiment posé la question: est-ce que c'est une rémunération? Si c'est une rémunération, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que c'est décidé par le conseil d'administration. Là, on ne parle pas des jetons présents. Enfin, quand on parle de retraite ici ou de complément de retraite, on parle du président, du PDG, du DG, du DGD. C'est à eux qu'on va éventuellement offrir un complément de retraite. On ne se pose pas la question pour ceux qui ne sont qu'administrateurs. Donc, est-ce qu'on est en présence d'une rémunération? Si oui, la conséquence, c'est que c'est décidé par le conseil d'administration. Si ça n'est pas une rémunération, qu'est-ce que c'est? Un cadeau. Oh, un cadeau, c'est un beau cadeau. Quand je prendrai ma retraite, tous les mois, on me versera une certaine somme. Bon, tous les mois, je me rappellerai que c'était vraiment sympa de travailler dans cette société. Ah, quand j'étais dirigeant, c'était chouette. Mais c'est encore chouette puisque maintenant, tous les mois, maintenant que j'ai pris ma retraite, je perçois un souvenir de la société et un souvenir d'un montant très important. Bon. Si ce n'est pas une rémunération, c'est quoi le régime? C'est un avantage, mais quelle forme?
Alors quelqu'un dit une indemnisation ou une prime, on peut l'appeler comme on veut, mais si ce n'est pas une rémunération qui est décidée unilatéralement par le Conseil, ça veut dire que c'est une convention en réalité, et si c'est une convention, c'est soumis au régime des conventions réglementées. Et si c'est soumis au régime des conventions réglementées, ça veut dire qu'il faut appliquer la procédure qu'on reverra tout à l'heure, la procédure avec une autorisation du Conseil et un rapport du commissaire aux comptes et une approbation de l'Assemblée. Alors quelqu'un dit une libéralité, c'était un peu, quand on parlait de cadeau, c'était déjà ça. Si on parle d'une somme qui est donnée aux dirigeants sans que ça soit la contrepartie de son activité, ça veut dire qu'effectivement, on prend une décision qui est motivée par autre chose que recevoir quelque chose du dirigeant. Moi, si je suis celui qui décide de la rémunération, est-ce que je suis très à l'aise de verser au dirigeant une somme qui n'est pas justifiée par son activité, une somme qui est une libéralité? Imaginons que, voilà, vous 5 et moi, on est le conseil d'administration et on a quelqu'un qui n'est pas ici, qui est le directeur général. On lui verse, on prend la décision de lui verser une rémunération. Et on prend la décision pour le faire venir, parce qu'on ne l'a pas encore nommé, on n'est pas sûr qu'il accepte. On prend la décision de lui verser une forte rémunération, mais on dit qu'ensuite, on va lui verser un complément de retraite très important. Même quand il aura arrêté de travailler pour la société, il continuera à percevoir tous les mois une rémunération qui est la même chose que ce qu'il va percevoir quand il est en fonction. Bel avantage. Est-ce qu'on est à l'aise pour faire ça? Est-ce que le Conseil est prêt à prendre cette décision? Bof. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas à l'aise? Qu'est-ce qui nous gêne là-dedans? Après tout, on peut être généreux avec notre argent. Ça n'a pas l'air très propre, dit une actionnaire ici. Oui? Alors, si on est dans une société cotée en bourse, les actionnaires, on l'a dit, ont un pouvoir pour statuer sur les rémunérations. Donc peut-être qu'on est en train de contourner d'une certaine manière ce pouvoir. C'est contraire à l'intérêt de la société. Effectivement, c'est quand même ça l'idée, mais pourquoi est-ce que le conseil d'administration est gêné? Parce que le conseil d'administration est en train de disposer d'argent qui en réalité est l'argent de la société. Quand le conseil d'administration prend cette décision, il le fait en maniant de l'argent qui ne lui appartient pas, mais de l'argent dont il dispose. Ça ressemble à quoi comme autre contrat? Oui? Alors effectivement, on se dit, ça ressemble au contrat de mandat, mais on se dit que si on manie les sommes dans un intérêt contraire à leur propriétaire, on va effectivement faire de l'abus de biens sociaux. Vous avez reçu des sommes, nous avons, nous, conseil d'administration, reçu des sommes que nous devons utiliser dans l'intérêt de la société. Si on dit au dirigeant qu'il a droit à une retraite très importante, eh bien on est en train de, sans doute, dépasser, enfin, on utilise les sommes d'une manière qui n'est pas conforme à l'intérêt social. Bien. La jurisprudence, d'abord, a posé des critères. Elle a dit que pour qu'une retraite complémentaire ou une retraite chapeau soit, c'est la même chose, pour qu'une retraite complémentaire ou une retraite chapeau soit une rémunération, il fallait remplir plusieurs conditions. Première condition,
Elle devait être, cette retraite complémentaire, justifiée par des services rendus à la société par le dirigeant pendant l'exercice de ses fonctions. Donc, être justifié par des services rendus à la société par le dirigeant pendant l'exercice de ses fonctions. Deuxième condition, être proportionné aux services rendus. Et troisième condition, ne pas constituer une charge excessive pour la société. Donc, trois conditions que la jurisprudence a posées, notamment Chambre commerciale 10 février 1998, donc ces trois conditions qui ont été posées, c'est les trois conditions pour qu'une retraite complémentaire soit vue comme une rémunération. Si c'est le cas, il y a deux conséquences. Une première conséquence, c'est que, le conseil d'administration est compétent pour décider d'octroyer cette retraite complémentaire. Je précise que dans le Say on Pay, on vous dit que sont concernés la rémunération totale et les avantages de toute nature, donc les retraites complémentaires font partie des choses qui sont contrôlées par le biais du Say on Pay. Première chose. Première conséquence, donc, décision par le conseil d'administration. Deuxième conséquence, cette retraite complémentaire, elle peut être remise en cause par le conseil d'administration puisque décision prise unilatéralement, on peut la modifier. Donc, le conseil d'administration qui a octroyé une retraite de temps par mois à son président, le président part à la retraite, peut-être qu'au bout de quelques années, la retraite va s'arrêter de tomber parce que le conseil d'administration va revenir sur sa décision. Ça se voit assez peu, mais c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable puisque le conseil a pris la décision de manière unilatérale. Je précise que la décision sur la rémunération, qui est aussi unilatérale, elle peut être modifiée en cours de vie sociale par le conseil d'administration. Par contre, elle ne peut pas être modifiée une fois qu'elle est acquise. Si on me dit que j'ai droit à une rémunération de 100 000 € par mois, les mois passent, je ne suis pas payé parce que je me dis je veux bien être payé un jour. À la fin de l'exercice, je dis moi j'avais une rémunération fixe de 100 000 € par mois, versez-moi mon 1 200 000 €. Et là on me dit non, le conseil d'administration prend aujourd'hui la décision que finalement votre rémunération c'est 1 000 € par mois. Donc, vous pouvez toujours recevoir votre chèque de 12 000 €. Non, ça n'est pas possible. Par contre, le conseil pourrait décider que pour l'avenir, il modifie ma rémunération. Ça peut vous sembler très étonnant qu'il y ait cette décision prise unilatéralement, mais juridiquement, la décision, c'est une décision d'un organe de la société. Le conseil prend la décision de fixer la rémunération du président à temps. Voilà. Juridiquement, c'est une décision unilatérale. Et j'ai envie même de dire, formellement, c'est une décision unilatérale. Mais en pratique, ça se fait généralement par accord des parties. Je veux dire par là que
On n'attend pas en espérant, j'espère qu'ils vont me donner la rémunération dont j'ai rêvé. En pratique, si vous voulez que je devienne président de votre société et si vous voulez me débaucher de la société que je dirige actuellement, vous allez me dire, Monsieur Dondero, on vous veut comme président et on est prêt à vous verser une rémunération de temps. Et je ne vais pas me contenter de ça, je vais me dire, adressez-moi une proposition. En pratique, ça va se faire comme un contrat. Peut-être même, et sans doute, on va faire signer des documents aux parties. Mais ça reste une décision unilatérale du Conseil. Et si jamais le Conseil veut modifier cette rémunération, il a juridiquement le pouvoir de le faire. Je vous parle des retraites complémentaires. Donc la jurisprudence a posé des règles pour déterminer dans quel cas elles étaient des rémunérations. Si on n'arrive pas à remplir les 3 conditions, par exemple, le président a toujours très mal dirigé la société. Le président a toujours très mal... Alors, je vois une question qui parle du salaire. On ne parle pas, et dans vos copies, ne le faites pas, on ne parle pas de salaire. Le salaire, c'est la rémunération d'un salarié. On parle de la rémunération du président ou directeur général, mais ne parlez pas de son salaire. Les journalistes le font assez souvent. Mais si, en tant que juriste, vous parlez d'un salaire, vous parlez de la rémunération d'un contrat de travail. Les rémunérations dont on parle là, ce n'est pas les rémunérations d'un contrat de travail. On parle de la rémunération comme mandataire social, donc comme dirigeant. Imaginons qu'on ait depuis 5 ans un mauvais dirigeant. C'est M. Dondero qui est votre président et il dirige pas bien la société. Enfin, je fais ce que je peux, mais ça marche pas bien ces temps-ci. Ça fait des années que, je sais pas, on est dans une activité voilà, il y a des activités notoirement qui ne marchent pas bien. J'espère que vos parents ne travaillent pas là-dedans, mais par exemple, tout ce qui est activité de bronzage en cabine, sachez si vous voulez investir votre fortune là-dedans que ça n'est pas forcément un secteur d'avenir. Ça va entre voilà, les UV qui se développent au naturel et le fait que l'activité est de plus en plus réglementée et de plus en plus vue comme dangereuse. Je ne suis pas sûr qu'il faille investir toute votre fortune dans cette activité. Bon. Imaginons qu'on a une société qui fait ça, donc on a investi massivement pour faire des cabines de bronzage, on a développé un réseau incroyable et puis on s'obstine là-dedans, notre clientèle rétrécit progressivement. Vous décidez, le conseil décide de m'attribuer, alors que notre chiffre d'affaires se réduit chaque année, alors que nos bénéfices, il n'y en a plus depuis longtemps, le conseil d'administration décide de m'attribuer une retraite complémentaire. Ça, c'est bien sympathique. Merci le conseil d'administration. Le problème, c'est que le conseil va avoir du mal à dire que c'est justifié, que c'est la contrepartie de services rendus à la société. Est-ce qu'on peut peut-être y arriver dans cette situation difficile de notre société ? Qu'est-ce que pourrait tenter de dire le conseil d'administration ? Soyons un peu créatifs. Oui ? Pardon ? Allez vous reposer. On veut se débarrasser, c'est créatif effectivement, on veut se débarrasser au plus vite de ce président Dondero catastrophique. Donc on va l'envoyer le plus vite possible en retraite et donc on va lui rendre sa retraite la plus dorée possible. Bon, il y a un moyen plus simple, c'est de me révoquer. On peut m'envoyer me reposer sans forcément me créer une situation absolument favorable. Mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme argument ? Je suis, un innovateur ?
Non, mais on pourrait dire, après tout, enfin, je décris une société, voilà, on peut me payer en monnaie, dit quelqu'un, mais je décris une société qui va mal, mais est-ce que dans ce que j'ai décrit, c'est ma faute? C'est vous, là, qui avez investi dans cette société, c'est vous les nuls. Moi, je fais ce que je peux. Moi, j'essaye de sauver, tant bien que mal, la société, les emplois. Oui? Pardon? Faute de gestion, mais non, pas faute de gestion, enfin. Sécurité. Bon, vous avez vos actions, vous êtes bien actionnaire de notre société? Bon, en tous les cas, on va bien rigoler quand on fera notre assemblée. On trouvera des gens pour faire les vigiles, on va faire une assemblée houleuse, ça va être sympa. En tous les cas, donc, on peut imaginer, c'est vous qui ferez l'actionnaire trouble fête. En tous les cas, donc, on peut imaginer que la société va mal, mais le président rend quand même des services. Peut-être que le président se démène pour empêcher des points soleil, on les appelle comme ça, de fermer, pour sauver des emplois. Mais alors ça, on va dire, bah oui, mais c'est des charges. Peut-être qu'il se bat pour réduire les pertes de la société. Peut-être que le président se bat à l'Assemblée pour que la législation soit la moins contraignante possible. Ah oui, toutes ces maladies de peau, mais c'est sûrement pas à cause de nos machines, hein? Donc le président, finalement, rend peut-être des services à la société. Bon, quoi qu'il en soit, imaginons qu'on n'arrive pas du tout à justifier cela. C'est pas une... Oui ? Ben, même si le chiffre d'affaires a baissé, le président a peut-être rendu des services à la société. Attendez, parce que je suis désolé, parce qu'en plus il y a un bruit aujourd'hui de ventilation affreux. Est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort? Alors, est-ce que c'est une indemnité? Vous dites qu'il a effectué son travail, il n'a pas fait de faute, mais là, la jurisprudence va plus que... Enfin, elle va plus loin. Elle demande que ce soit la contrepartie de services rendus à la société, que ça soit proportionné. Donc, il me semble qu'on attend quand même quelque chose de positif, pas juste une activité qui a été faite, mais... Enfin, que ça ait produit des résultats positifs. Mais il me semble, j'ai pris un exemple particulier, il me semble que ces résultats positifs, ça peut être le fait d'avoir eu finalement des résultats moins catastrophiques que ça n'aurait été le cas si le président n'avait pas été là. Donc peut-être que même pour notre société qui ne va pas très bien, on peut imaginer que j'ai droit à un complément de retraite. Oui ? Voilà, tous les efforts fournis qui ont peut-être produit quand même des résultats. On n'a pas fait faillite en 2 ans, mais en 10 ans, par exemple. Merci, Monsieur le Président. Bon, quoi qu'il en soit, imaginons que vraiment on n'y arrive pas. On n'arrive pas à prouver qu'il y a eu des services rendus à la société par le président Dondero, qui a été le plus nul de tous les présidents. Si le Conseil veut vraiment m'octroyer un complément de retraite, ce n'est pas une rémunération, ça veut dire que c'est une convention et donc une convention réglementée, et je ne suis pas sûr que le Conseil le fasse, parce que ça veut dire que le Conseil reconnaît que cette rémunération n'est pas justifiée par les services rendus à la société. Ça veut dire que le conseil d'administration se met en situation d'avouer qu'il fait un abus de biens sociaux en me versant des sommes à titre non pas de contrepartie de mes services, mais du coup à titre de cadeau en réalité. Donc, je ne pense pas que ce sera très fréquent de voir apparaître ce type de situation. C'est plutôt généralement, enfin en pratique, si ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Le Conseil pense qu'il arrive à satisfaire les conditions et des actionnaires vont dire non, Dondero avait tellement mal géré la société que vous ne pouvez pas dire qu'il lui a rendu des services et donc votre décision de lui attribuer un complément de retraite, elle n'est pas valable parce qu'il fallait respecter la procédure des conventions réglementées. C'est plutôt comme ça que ça va se passer.
En tous les cas, donc ces retraites, la jurisprudence a posé des conditions, et c'est notamment l'arrêt du 10 février 1998 que je vous citais. Mais ensuite, le législateur est intervenu pour encadrer ces retraites complémentaires, mais pour les encadrer dans les sociétés cotées. C'est plusieurs lois qui sont intervenues à partir de 2005, sans qu'on refasse l'historique. Aujourd'hui, vous trouvez le résultat de ces lois à l'article L225-42-1. Donc L225-42-1. On va soumettre les retraites complémentaires et les parachutes dorés. On en parle un peu plus tard. Mais déjà, les retraites complémentaires sont soumises à deux exigences. Première exigence, elles sont soumises à la procédure des conventions réglementées. Donc, dans les sociétés cotées, on leur applique la procédure des conventions réglementées. Ça veut dire que ce n'est pas une décision juste du Conseil, mais le Conseil doit demander un rapport au commissaire aux comptes et une approbation à l'Assemblée. Donc on applique la procédure des conventions réglementées. Et autre exigence particulière, il faut, quand le Conseil octroie l'avantage, il faut prévoir une condition de performance. Et si la condition de performance n'est pas remplie, à ce moment-là, le dirigeant n'a pas droit à son complément de retraite. Donc c'est l'article L225-42-1. Ça, c'est sur les compléments de retraite. On en parle en même temps qu'on parle des rémunérations, mais tout en disant que ce n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, ça peut se distinguer d'une rémunération dans certains cas. Autre point que je voulais voir avec vous, c'est celui de la transparence des rémunérations. On parle de la société anonyme. Je vous disais tout à l'heure que la rémunération, on a les jetons de présence. Là, c'est l'Assemblée qui décide le montant. Donc, si on faisait une assemblée de notre société, il y aurait une résolution qui dirait fixer le montant des jetons de présence pour l'exercice 2019, par exemple, fixer le montant des jetons de présence pour l'exercice 2019 à 100 000 €. C'était le montant en 2018, mais moi je vais dire non, je demande à l'Assemblée, s'il vous plaît, d'augmenter le montant parce qu'on a un administrateur en plus, et puis vous savez, on a beaucoup de travail cette année parce qu'on va avoir telle réforme à prendre en compte, donc on va devoir se réunir plus souvent. La loi Pacte va nous imposer un travail supplémentaire en 2019, donc je demande à l'Assemblée, non pas 100 000 € comme l'année passée, mais que le Conseil puisse se partager 150 000 € de jetons de présence. Mais ça, c'est le président qui le demande peut-être, mais c'est vous qui allez décider en Assemblée si vous votez ou pas le montant que je suis en train de demander. Maintenant, le Conseil a nommé un président directeur général et c'est moi le président directeur général. Le Conseil m'a donné une certaine rémunération. Je suis content sans doute de cette rémunération parce que si on ne m'avait pas donné cette rémunération, je n'aurais pas accepté mes fonctions.
est-ce que vous pouvez, vous les actionnaires, connaître le montant de ma rémunération? Je vous ai dit tout à l'heure que le procès-verbal de la décision du conseil d'administration qui me nomme et qui fixe ma rémunération n'est pas un document public et n'est pas un document auquel vous, les actionnaires, vous avez accès. Comment pouvez-vous faire pour savoir combien je gagne tous les mois? Alors, on entend souvent, on entendait, ça fait bientôt 20 ans qu'on parle de ces questions, ou du moins, c'est plus exactement, je crois que ça fait 20 ans que je m'intéresse à ces questions, donc on devait en parler sans doute avant, mais en 2001, on a commencé à à faire adopter des lois sur ces sujets. Mais jusqu'en 2001, la situation était la suivante. Dans les sociétés anonymes, il n'y avait pas de moyen pour les actionnaires de connaître le montant de la rémunération. Il y a un moyen simple, hein. En assemblée, vous pourriez me demander quelle est la rémunération que m'a octroyée le conseil d'administration. Je n'ai pas l'obligation de vous répondre. Je peux répondre. Alors, dans la vraie vie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, je ne vais pas vous donner de chiffres parce que vous ne les comprendriez pas. C'est une rémunération compliquée avec du fixe, du variable, beaucoup de chiffres. Puis, à la fin, je ne gagne pas forcément beaucoup plus que vous. Mais je vais plutôt, en pratique, vous dire quelque chose comme ma rémunération est dans la moyenne des rémunérations des dirigeants du secteur pour des sociétés de taille comparable. Vous allez dire, on n'y croit pas, éventuellement je vais demander à un cabinet expert de ces questions de rémunération de faire une attestation en ce sens. Et si ce n'est pas vrai, ils ne le feront pas. Bon. Vous avez dans la loi un article L225-115, ça existait avant 2001, qui vous dit quoi? Qui vous dit que tout actionnaire a droit d'obtenir communication de quoi? C'est le quatrièmement, du montant global certifié exact par les commissaires aux comptes des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de 10 ou de 5 selon que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés. Donc vous allez recevoir l'indication que les 5 personnes les mieux rémunérées par la société ont perçu globalement, pas moi, 2 500 000 € l'année dernière. Vous n'êtes pas très avancé avec ça. On peut imaginer, on pourrait imaginer mais il suffit de regarder les comptes de la société. Sauf que si vous allez voir un jour les documents comptables d'une société, vous verrez que vous n'avez pas une petite ligne avec marqué rémunération du dirigeant. Vous avez un poste qui s'appelle dette fournisseur. Et dans ce poste comptable, vous trouvez la rémunération qui est notamment la rémunération due au dirigeant. Mais vous n'avez pas, peut-être que le dirigeant fait des factures pour sa rémunération, mais vous n'avez pas accès à ces factures. En tous les cas, il n'y a pas dans les comptes de la société l'indication individualisée de combien touche le dirigeant. En 2001, une loi a été votée, loi du 15 mai 2001, qui a fait une révolution dans le droit de la société anonyme parce qu'il a été indiqué que dans le rapport de gestion fait à l'Assemblée par le conseil d'administration, donc chaque année on présente l'activité de l'exercice passé, il a été indiqué que devait figurer dans le rapport de gestion
la rémunération de chaque mandataire social. C'était à l'époque l'article L225-102-1, texte qui a été modifié de nombreuses fois. Il était indiqué dans ce texte, dans la version initiale de ce texte, que, voilà, je le retrouve en vieille version, le rapport de gestion rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés durant l'exercice à chaque mandataire social. Donc, il devait être indiqué dans le rapport de gestion, le président a reçu la somme globale de 1 500 000 € qui se décompose de la manière suivante: un fixe de temps, un variable de temps, des actions gratuites de temps, un complément de retraite anticipé de temps. Voilà, on devait tout indiquer. Ça a duré 2 ans et peu de sociétés l'ont appliqué. Alors quelqu'un dit, est-ce qu'on peut faire une demande d'expertise de gestion si on a l'impression, parce que l'expertise de gestion, il faut une décision qui a l'air suspecte, si on a l'impression que le dirigeant est en train de ponctionner la société de manière excessive, mais qu'est-ce que c'est que cette limousine en or massif qui est garée devant la société ? Est-ce que c'est la mienne? Je l'ai achetée avec mon argent durement gagné et durement versé par vous. Voilà, bon, peut-être effectivement que l'expertise de gestion pourrait être un moyen d'obtenir des informations, mais si vous me demandez, mais combien gagnez-vous dans notre société pour vous payer un tel véhicule? Eh bien, comme je le disais, je n'ai pas l'obligation de vous répondre. Bon, quoi qu'il en soit, donc, on avait en 2001 une obligation dans toutes les sociétés anonymes d'indiquer dans le rapport de gestion combien chaque dirigeant avait perçu de la société. Bon, avec ça, on passait du silence le plus complet à la transparence la plus complète. Ça a été peu appliqué et curieusement, c'est la période pendant laquelle on a vu plein de sociétés anonymes devenir des sociétés par action simplifiée. La grande hémorragie ou la grande transformation, elle date de ce moment-là. C'était une motivation forte, l'idée que si on restait en société anonyme, on allait devoir faire figurer sa rémunération, le document étant accessible aux actionnaires, mais le document à l'époque étant également déposé au greffe du tribunal de commerce et étant accessible à toute personne qui voulait le consulter. Donc, votre rémunération devenait une rémunération publique. Et ça ne plaisait pas, curieusement, à un certain nombre de dirigeants. Ça, c'était en 2001. Plein de sociétés n'appliquent pas cette règle, plein de sociétés anonymes se transforment en sociétés par action simplifiée. Peu de temps après, c'est-à-dire 2 ans plus tard, une loi qui s'appelle Loi de sécurité financière, loi du 1er août 2003, va venir apporter une petite précision au texte. Alors la précision est apportée de manière assez discrète parce que la précision va être mise à la fin du texte. On vous dit les dispositions du premier alinéa, donc l'obligation de transparence, ne sont pas applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui ne sont pas contrôlés par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Ces dispositions ne sont en outre pas applicables aux mandataires sociaux ne détenant aucun mandat dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Donc, pour être soumis à ce dispositif, à partir de 2003, en fait, une loi qui s'appelle de sécurité financière est venue réduire complètement le champ d'application du dispositif, puisque au départ, c'était toutes les sociétés anonymes,
Et là, on vous dit, c'est que les sociétés cotées en bourse ou les filiales de sociétés cotées en bourse qui sont concernées. Et encore dans les filiales, il faut que le dirigeant soit lui-même dirigeant d'une société cotée en bourse. Donc, on était venu réduire vraiment énormément le champ d'application du texte. Ça ne concernait plus que les sociétés cotées et leurs filiales. Et encore dans leurs filiales, c'était les filiales dont le dirigeant avait un mandat dans la société cotée, pour éviter que le dirigeant d'une société cotée perçoive une petite rémunération en haut et une rémunération très importante par la filiale que personne ne voit. Donc, on a beaucoup réduit ce dispositif de transparence des rémunérations en le cantonnant aux sociétés cotées et à leurs filiales. Aujourd'hui, ce dispositif, on le trouve à l'article L225-37-3. Donc le texte qui avait été créé en 2001 et modifié en 2003, vous le retrouvez à l'article L225-37-3. On vous dit que dans le rapport, qui est le rapport sur la gouvernance, mais il va avec le rapport de gestion, les sociétés dont les titres sont admis aux négociations, etc., mentionnent les informations prévues au présent article pour chacun de leurs mandataires sociaux. Et on vous dit celles qui sont contrôlées par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé mentionnent les mêmes informations pour les mandataires sociaux qui détiennent au moins un mandat dans de telles sociétés. Donc c'est exactement ce qu'on était en train de décrire. On vous dit le rapport mentionne en premier lieu la rémunération totale et les avantages de toute nature, etc., etc. Donc, dans les sociétés cotées en bourse, là, c'est une information que vous avez de manière complètement transparente. Vous pouvez savoir assez facilement combien un dirigeant de société cotée est rémunéré par la société et vous pouvez connaître le détail de la rémunération, c'est-à-dire combien de fixe, quelle partie est variable, quelle partie correspond à des avantages en nature. Voilà. Tous les ans, au moment des assemblées générales, les journalistes font leur chou gras, pour utiliser une expression qu'on n'utilise pas souvent. Les journalistes passent beaucoup de temps à commenter cela parce que vous pouvez vous amuser à regarder le détail. Bien sûr, il y a les montants des rémunérations des dirigeants et puis après, vous pouvez commencer à regarder une société. Si vous voulez trouver des idées d'articles à écrire, une société qui rémunère beaucoup son dirigeant, mais est-ce que ce n'est pas une société qui a augmenté la rémunération du dirigeant alors que dans le même temps, elle a annoncé que ses résultats étaient beaucoup moins bons et dans le même temps, elle a annoncé qu'elle licenciait de nombreux salariés? Bon, vous pouvez comprendre que ce genre de choses choque et en tous les cas attire l'attention, ne serait-ce même si on n'est pas... Même sans que le propos soit politique, vous vous dites qu'une entreprise qui va mal mais qui augmente son dirigeant, il faut peut-être expliquer un peu les choses. Et si on est actionnaire de cette société, on a peut-être envie de savoir pourquoi, alors que les résultats sont 2 fois moins bons que l'an passé, le dirigeant a eu 2 fois mieux payé. On va peut-être vous dire, il y a peut-être des bonnes raisons à cela. Les résultats sont 2 fois moins bons, mais l'an passé, ils étaient exceptionnels pour d'autres raisons, et ce n'est que parce que le dirigeant s'est démené qu'ils ont été seulement 2 fois moins bons, et s'il n'avait pas fait tout ce qu'il a fait, on aurait pu avoir carrément des pertes, alors que là, on a quand même un bénéfice, même s'il est plus faible que l'an passé. Bon. En tous les cas, donc, on a, pour les sociétés cotées, une règle de transparence. Dans une société anonyme non cotée, vous avez une opacité au sens où vous n'avez pas cette information qui doit figurer dans un rapport qui serait transmis à l'Assemblée des actionnaires.
avez, j'en touche un mot simplement, vous avez dans les rémunérations des dirigeants, et on termine là-dessus sur les rémunérations, dans les rémunérations des dirigeants, vous avez la rémunération qui est le versement d'une somme d'argent, rémunération qui peut être fixe ou variable. Dans certaines sociétés, le dirigeant peut demander ou on peut lui imposer une rémunération entièrement variable. On peut se demander si ça n'incite pas le dirigeant à des comportements plus dangereux pour la société, mais ça, c'est pas des questions de droit, c'est des questions de bonne gestion d'une entreprise. Est-ce que je veux avoir un dirigeant dont la rémunération dépend entièrement du fait que la société fait un bénéfice ou d'autres éléments auxquels j'ai conditionné la rémunération? Si j'ai dit par exemple que la rémunération du dirigeant dépendait du fait que la société qui vend des voitures ait vendu un certain nombre de voitures. Si en dessous de tant de voitures, le dirigeant n'a rien et au-dessus de tant de voitures, le dirigeant a une rémunération gigantesque, eh bien, il va peut-être y avoir beaucoup de ventes qui vont être faites à des conditions un peu étonnantes. Et puis on se rendra compte qu'au-dessus, il s'en fiche parce qu'une fois qu'il a sa rémunération, il n'est plus intéressé au succès de la société. Bon, c'est tout un métier de savoir comment proposer des éléments de rémunération qui soient à la fois acceptables par la société et qui produisent des résultats positifs en termes d'incitation pour le dirigeant à diriger la société à la fois de manière dynamique, mais en même temps pas d'une manière qui soit complètement kamikaze. Vous avez d'autres éléments de rémunération qui sont soit l'attribution d'options, options de souscription ou d'achat d'actions. On en parlera plus quand on verra les valeurs mobilières. Une société peut décider de donner comme rémunération soit le droit de souscrire ou d'acheter ses actions. Aujourd'hui, notre société a une action qui est la valeur d'une de nos actions. On est peut-être coté en bourse, on n'est peut-être pas coté en bourse. Imaginons qu'on soit coté, nos actions sont cotées à 10 €. Donc une de nos actions vaut 10 €. Le dirigeant reçoit le droit de souscrire 1 million d'actions de la société. C'est un droit qu'il reçoit aujourd'hui. C'est un droit qui ne peut être exercé que dans 3 ans. C'est-à-dire que dans 3 ans, le dirigeant a la possibilité de souscrire 1 million d'actions de la société, mais au prix qu'on a retenu, qui est le prix d'aujourd'hui. Dans 3 ans, si le cours est toujours à 10 €, il va peut-être souscrire, il ne va pas souscrire. Si le cours est à 1 € parce que la société n'a pas du tout été, c'est pas qu'elle n'a pas été forcément bien dirigée, mais ses résultats ont été très mauvais, le cours est à 1 €, tant pis, les actions, le dirigeant n'y souscrit pas. En revanche, si le cours est passé à 25 €, qu'est-ce que va faire le dirigeant? Eh bien, il va utiliser son droit de souscrire les actions de la société. Donc, il va devenir actionnaire du million d'actions en question, mais au prix qui était celui qui avait été convenu initialement. Donc, il va verser 10 millions d'euros. Il va se retrouver titulaire d'actions qui valent en réalité, on avait dit combien? 10 millions, donc d'actions qui valent maintenant 25 millions d'euros. Et il va peut-être vendre tout de suite ses actions pour faire une plus-value de 15 millions d'euros. Peut-être même qu'il va le jour même exercer l'option et vendre immédiatement les actions. C'est une forme de rémunération qu'on donne aux dirigeants parce que ça l'encourage à faire augmenter la valeur de l'action. Et puis il y a une autre forme de rémunération dont on parlera, c'est ce qu'on appelle en pratique les AGA, les attributions gratuites d'actions, alors plutôt attribution
d'actions gratuites, mais on appelle ça les AGA, la société rémunère son dirigeant ou rémunère d'autres personnes que les dirigeants, les salariés, en attribuant des actions gratuites. Elle va racheter des actions ou récupérer des actions d'une manière ou d'une autre et elle va les remettre. Mais c'est une forme de rémunération, elle va les remettre à telle ou telle personne et pourquoi pas à ses dirigeants. Donc c'est une autre forme de rémunération qui est donnée. On fait notre petite pause et on passe ensuite à la question des pouvoirs des mandataires sociaux dans la SA à conseil d'administration.